De retour pour cette seconde partie sur le cas Wakefield évoqué dans cet article de Sylvie Simon en janvier 2011, relayé sur le site internet d'expovaccin au pluriel.over-blog.com sur la fraude, entre guillemets, et le trucage élaboré dont ont été accusés le docteur Wakefield et ses co-auteurs donc de l'étude de 1998 qui posait la question d'un lien entre ROR et autisme chez des enfants qui avaient aussi donc tous de graves troubles digestifs que les parents avaient constatés aussitôt donc consécutivement à la vaccination. Nous avions vu donc dans la première partie comment un journaliste, Brian Deer du Sunday Times, lié à la famille Murdoch, puisque ce journal lui appartient, s'était acharné sur le docteur Andrew Wakefield. Il a été le seul journaliste, il n'y en a pas eu d'autres. On a vu aussi dans cet article que les autres journaux en dehors du Sunday Times et du British Medical Journal, et ils sont nombreux, s'étaient abstenus de relayer ce véritable acharnement et ce lynchage médiatique avec quelques pudeurs quand même, ce que les médias français n'ont pas fait. Et on trouve encore aujourd'hui, près de 20 ans après, des nouvelles vidéos, des nouveaux visages de la propagande anti-Wakefield qui continuent de répéter les exactes mêmes accusations dont le docteur Andrew Wakefield sort de plus en plus blanchi. On avait ici donc une déclaration d'un médecin qui disait pour lui qu'aujourd'hui c'était évident, la question ne se posait plus sur le vaccin ROR, c'était plus un débat scientifique mais un débat politique. Des courbes sur les enfants non vaccinés, des histogrammes plutôt, donc, et les enfants vaccinés avec les maladies qui pouvaient les atteindre après vaccination, donc colite ulcéreuse et maladie de Crohn qui montent en flèche, alors que les non-vaccinés, c'est la petite bande noire. Il n'y a quasiment aucun cas, on frôle le zéro. Les quelques détails donc des accusations qui ne tiennent pas. Je vous ai fait donc aussi précédemment une vidéo sur le procès en 2006 du docteur John Walker Smith, autre co-auteur lui aussi radié. Ils étaient 3 à avoir maintenu et à ne pas s'être rétractés, à avoir maintenu leur étude, 3 sur 13. Il y a eu 13 co-auteurs dans cette publication de 1998, le docteur Andrew Wakefield, le professeur John Walker Smith et le docteur Simon Murch, qui lui, étrangement, donc n'a ni été radié ni interdit d'exercer la médecine et n'a donc pas été en justice. Voilà, ce procès gagné en 2012 par le professeur John Walker Smith qui le blanchit des accusations que l'ordre des médecins britanniques avait portées contre lui et qui par là même des mêmes accusations qui étaient portées sur le docteur Andrew Wakefield font disparaître aussi, même s'il n'a pas de jugement nominatif, les accusations portées. Encore une fois, je rappelle, par un seul journaliste. Un seul, il n'y a pas eu d'autres journalistes, aucune famille, aucune plainte de quoi que ce soit contre ces médecins ayant publié cette étude. C'est simplement un journaliste, le journal pour qui il a travaillé à ce moment-là, les British Medical Journal également, donc Sunday Times et BMJ, qui se sont acharnés sur le docteur Andrew Wakefield, sachant que le docteur John Walker Smith, en France, on n'en entend absolument pas parler. Pourquoi un tel acharnement sur un seul individu dont on fait clignoter en rouge le nom tout le temps dans tout un tas de vidéos, de déclarations médiatiques et encore depuis 10 ans, jusque maintenant 2017, pourquoi pas les autres? Savoir quand même que le docteur Wakefield avait déjà reçu les honneurs, qu'il avait déjà à son actif plus de 100 publications en tant que chirurgien en gastro-entérologie.
s'intéressant donc beaucoup aux maladies des intestins, et c'est en ça que des familles, donc des mères avec leurs enfants autistes, sont venues à lui. Il n'a pas compris au départ ce qu'il pouvait faire, puisque lui, étant sur les maladies intestinales, l'autisme, ça n'était pas sa spécialité. C'est tout simplement que ses parents avec leurs enfants autistes ont montré ô combien leur enfant avait de graves problèmes intestinaux et souffrait des intestins, même s'ils ne pouvaient pas le dire, puisque beaucoup d'enfants autistes ont perdu la parole. Et les parents voyaient bien en fonction voilà, de la digestion, de la prise d'aliments, du transit digestif, de l'évacuation, ô combien c'était problématique. Ils ont aussi des ventres souvent très très gonflés, ces enfants. Il y a donc un réel problème au niveau de l'intestin, au niveau microbien dans cet intestin. Ça, c'est le professeur Luc Montagnier qui prend aussi cette piste microbienne, bactérienne dans l'autisme. Dans un premier temps, oui. Après, lui, sa solution, ce sont les antibiotiques. En santé holistique naturelle, on prend aussi cette direction de l'inflammation de l'intestin avec une prolifération microbienne, mais en allant encore plus loin et de manière plus globale, sans considérer que ce sont les microbes qui sont la cause, mais qu'ils sont un effet, un dommage collatéral, on va dire, et que la cause est encore à rechercher un peu plus loin. On a des solutions. L'autisme aujourd'hui, on le sait, n'est pas seulement génétique, même s'il peut y avoir un socle. Et il y a beaucoup d'améliorations avec certaines thérapies hors piste. Il n'y a aucune thérapie d'ailleurs actuellement encore pour l'autisme. On laisse les enfants comme ça. On n'en cherche pas la cause. On dit que ce ne sont pas les vaccins, mais aucune enquête n'est faite pour savoir d'où ça viendrait alors. Et on ouvre des centres pour ces pauvres enfants et il se passe de vrais drames dans les familles avec l'autisme. On en était donc pour la fin de cette première partie, après avoir démontré la collusion donc, entre Brian Deer, le journaliste, Crispin Davis, directeur du groupe Elsevier, donc qui est propriétaire du Lancet, qui est devenu ensuite directeur de GSK, le laboratoire fabricant du ROR. Rien que ça, donc à être en conflit d'intérêts notoire, c'est évident, ça saute aux yeux, mais en France, on n'en entend pas du tout parler non plus. On en était au témoignage de famille, donc il y avait cette maman. Voilà, nous y retournons. Jennifer Horn Roberts, qui faisait partie des 10 mères qui ont constitué une association qui persiste désespérément à se battre pour leurs enfants autistes. Et encore donc John Stone, père d'un enfant autiste régressif après la vaccination, qui a publié un bref rappel des faits, donc dans toute cette affaire, à savoir que ces familles, depuis toujours, ont soutenu le docteur Wakefield et les autres d'un soutien indéfectible. Il n'y a pas une seule famille qui ait eu quoi que ce soit à lui reprocher, ni à lui ni aux autres médecins. Elles n'ont pas été entendues en justice, ça c'est à relever aussi, ce qui est très étrange. Ça aurait été pour incriminer le docteur Wakefield ou autres co-auteurs, elles auraient tout de suite été entendues si ça avait été pour porter plainte contre lui. Là, c'était pour renouveler le soutien et l'aide que ce médecin a apporté à ces familles. Ils n'ont pas été entendus, ils n'ont jamais été entendus en justice. Donc ce père d'un enfant autiste, au travers de tous ces soutiens du docteur Wakefield, déclarait: en juillet 2003, le propriétaire du Lancet, Crispin Davis, devient le directeur non exécutif de GSK, le laboratoire GlaxoSmithKline, fabricant du vaccin ROR. En février 2004, sous de fallacieuses raisons, le Lancet rejette la publication d'Andrew Wakefield. 6 ans après, donc, puisque cette publication date de 1998, encore pour rappel. En 2004, 6 ans après, le Lancet rejette la publication d'Andrew Wakefield. C'est un précédent, ça ne s'était jamais vu dans cette revue. Ce médecin qui est traîné dans la boue par la BBC, donc une radio nationale au Royaume-Uni, et le journal, le Sunday Times, toujours. Le 27 février 2004, son frère, le frère du propriétaire du Lancet en 2003, il faut suivre, donc
Crispin Davis. C'est le juge, son frère, qui retire l'assistance judiciaire au plaignant. Il se trouve que dans cette affaire, le propriétaire du Lancet et le juge, son frère. Il n'y a rien d'anormal, bien sûr. Il n'y a aucun conflit d'intérêts, bien sûr. En juillet 2004, Crispin Davis, donc le propriétaire du Lancet, frère du juge, est anobli par le gouvernement de Tony Blair. Voilà donc le papa d'un enfant autiste qui nous rappelle les faits. Il faut aussi considérer que James Murdoch, fils du multimilliardaire Rupert Murdoch, qui possède un véritable empire médiatique d'ampleur mondiale, dont le Sunday Times, le journal qui a opéré le lynchage du docteur Andrew Wakefield. Donc, James Murdoch, le fils de Rupert Murdoch, a été engagé par Crispin Davis, directeur du Lancet, pour rejoindre le groupe GSK. Cet exemple est typique de l'enchaînement des faits graves constatés dans la controverse sur l'autisme et les vaccins. Toutes ces turpitudes prouvent bien la crainte des pouvoirs publics et des associations qui soutiennent les mensonges et les exactions des lobbies pharmaceutiques. Et ce sont ces gens qui osent critiquer le manque d'éthique, avec un H, de Wakefield qu'ils n'ont jamais pu réellement prouver. Ça a été des pures affirmations violentes, d'assertion, de falsification de données, d'utilisation de fonds qui lui auraient été alloués pour cette étude alors que ça n'était pas pour cette étude. Et voilà, on en a fait un monstre de toutes pièces, juste par un lynchage médiatique. Et 20 ans après, il doit encore faire face à ce lynchage. Alors évidemment, la vérité sort. Le film Vaxxed, qui a été censuré, a été vu quand même par des dizaines de milliers de personnes maintenant, de par le monde. Et l'info continue à circuler. Et les données manipulées du CDC, c'est une affaire qui est en train aussi de sortir au grand jour et qui vient étayer la thèse donc de l'acharnement sur le docteur Wakefield qui est de plus en plus blanchi. Il l'était déjà depuis le procès gagné par son confrère et co-auteur, le professeur John Walker Smith, en 2012, avec une des vidéos précédentes que je vous ai fait. Encore une fois, un article de Sylvie Simon. Merci. Les dernières munitions de Big Pharma. Voyant que son bateau prend l'eau de toutes parts, l'industrie pharmaceutique n'a pas hésité à utiliser des armes les plus viles, les plus honteuses, pour essayer de gagner leur guerre pour le profit. La dernière attaque du journaliste Brian Deere, publiée le 6 janvier 2011, il y était encore, toujours par le British Medical Journal, a été reprise à l'envi par la plupart des médias en France. Il est important de signaler aux médias français que leurs collègues britanniques scandalisés par ce battage indécent se sont abstenus de tout commentaire, à part les deux journaux en cause, donc Sunday Times et British Medical Journal, et que Brian Deere, son journaliste donc, malgré ses efforts désespérés, n'a pu obtenir d'être interviewé par la BBC, grande radio nationale au Royaume-Uni. Donc il n'a jamais pu aller parler sur cette radio, ce journaliste qui s'acharne depuis toujours sur Andrew Wakefield. Le British Medical Journal a accusé Wakefield d'avoir falsifié de nombreux faits concernant l'historique médical des patients. Tous les moyens sont bons et comme le précise le bon sens populaire, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Si l'on veut analyser la situation, il suffit de garder un peu de ce bon sens qui disparaît chaque jour davantage. Tout d'abord, la publication était signée par 12 autres spécialistes du Royal Free Hospital et non uniquement par Wakefield, ce qui revient à prétendre que les 12 médecins engagés dans cette étude n'étaient que des hommes de paille, puisqu'on n'en parle jamais, ils ne sont jamais cités et personne ne s'acharne contre eux. Alors 10 se sont rétractés, mais les deux autres, et notamment le procès gagné par le professeur John Walker Smith, on n'en entend pas parler. Donc soit étaient des hommes de paille ou des imbéciles, manipulables à souhait, et qui n'ont pas réfléchi avant de publier leurs travaux. C'est ce que voudrait faire croire cet acharnement médiatique. Ensuite, qui peut croire qu'il est si facile de falsifier des données médicales officielles, même et surtout pour des praticiens travaillant avec ces malades?
Alors la petite parenthèse, puisqu'on est sur l'affaire de la fraude sur des données qui ont été cachées par le CDC, il n'est certes sûrement pas facile de falsifier des données médicales, mais en travaillant, retravaillant et retravaillant ces données, ils ont fini au CDC dans l'affaire qui est en train de paraître au grand jour, de cacher le fait qu'ils connaissaient très bien au CDC le lien entre les vaccins, le vaccin ROR et l'autisme. Il y a des documents donc sur le site Age of Autism, des documents vraiment très très précis, notamment de réunions assez confidentielles, des documents qui sont maintenant sortis des dossiers et qui sont publiés, et qui font état des chercheurs qui participaient à ces études sur l'impact du vaccin ROR et qui font état donc de la connaissance au niveau de ces chercheurs de problèmes d'autisme suite au ROR. C'était connu, ça a été écrit, ça a été dit en réunion privée. Ça n'a jamais été publié, ça a été passé sous silence et voilà, données retravaillées, données cachées, données mises sous tous les autres dossiers. Donc des données, ça n'est pas facile à falsifier, effectivement, mais le CDC, lui, en s'y prenant vraiment de manière très habile et plusieurs fois en les retravaillant, a falsifié ces données. C'est ce que Robert Kennedy Jr., donc activiste et grand défenseur des problèmes qu'il y a avec la vaccination, a été chargé aussi d'aller découvrir dans les locaux du CDC, puisqu'il y a eu une perquisition en janvier 2017 au Center for Disease Control, demandée par le nouveau gouvernement des États-Unis depuis fin 2016. Voilà pour le détail du pourquoi ça avance, et le fameux lanceur d'alerte du CDC qui a fini par avouer ce qu'il savait sous la pression donc d'un père d'enfant autiste, le docteur Brian Hooker. À ne pas confondre dans les noms donc. C'est ce fameux William Thompson qui avait subi des pressions, qui a fini par parler et qui est celui qui a vendu la mèche au niveau du CDC. C'est simplement donc ces données qui portaient sur plusieurs années ne venaient pas des praticiens du Royal Free Hospital, voilà aussi une précision dans ce dossier, mais des médecins répartis dans tout le pays et des familles d'autistes, pour les données qui ont été utilisées dans cette publication 1998. En outre, des constats cliniques de l'hôpital n'ont pas été recueillis par Wakefield, mais par le professeur John Walker Smith, toujours ce co-auteur, un autre gastro-entérologue internationalement réputé et honoré, qui a été critiqué lui aussi, et de manière odieuse par la, alors pas par la haute cour, mais par l'ordre des médecins, donc le GMC, le General Medical Council, l'équivalent de l'ordre des médecins français. Cet article ayant été écrit en janvier 2011, évidemment, Sylvie Simon n'avait pas encore connaissance du procès gagné par ce professeur John Walker Smith qu'elle cite ici. En outre, tous les accusateurs ont trouvé normal que Brian Deer ait toujours refusé de dévoiler ses sources sous le prétexte de préserver la confidentialité de ses informateurs, alors que l'éthique scientifique réclame précisément la justification et le détail des travaux utilisés en toute indépendance et objectivité. Entre autres, l'association Child Health Safety a défié Brian Deer, toujours ce journaliste qui s'est acharné sur Wakefield, de prouver ses allégations de fraude, et ce journaliste n'a jamais encore daigné répondre. Il faut dire qu'il aurait du mal à le faire. Le 13 janvier 2009, le Daily Mail signalait que le gouvernement anglais refusait l'accès de documents confidentiels qui pourraient prouver la dangerosité du vaccin ROR, alors que ces pièces devaient être libres d'accès dans l'intérêt public. Autre détail donc qu'aucun média, et une petite vidéo par-ci par-là pour continuer le lynchage médiatique de Wakefield, petit détail donc dont il n'est pas fait état dans toutes ces vidéos et déclarations.
Autre fait scandaleux, au cours du procès, aucun parent n'a été autorisé à témoigner et à rejeter des accusations qu'il savait totalement erronées. Alors que Brian Deer, le journaliste, s'est permis d'attaquer ses familles, lui il a eu le droit à la parole, et plus que toutes les familles réunies si on le leur avait donné. Donc il a accusé ses familles d'avoir un temps inventé de fausses informations sur la maladie de leurs enfants. Il est révoltant que personne n'ait accordé la moindre attention aux parents alors que des milliers de familles ont vécu le même drame et savent que la régression de leur enfant s'est produite tout de suite après l'injection du vaccin. C'est du reste pour cette raison que les pouvoirs publics ont refusé de leur donner la parole, de même qu'ils ont refusé aux parents l'accès à des documents en rapport avec le procès, malgré la loi sur la liberté de l'information, sous le prétexte qu'ils étaient confidentiels. Mais les lois ont rarement été aussi bafouées qu'au cours de ce procès régalien. Et j'ajouterais que les lois sont rarement autant bafouées qu'en ce qui concerne la vaccination et la liberté de choix thérapeutique, qui est un droit de naissance fondamental inaliénable. On nous rétorque à ça, petite parenthèse, oui, les droits individuels, le droit collectif prend le pas dessus. Déjà en droit pur, ça n'est pas vrai, c'est l'inverse. Et en plus, la santé publique qui prévaudrait sur les droits et la liberté individuelle s'assoit sur l'argument de l'immunité de groupe et donc qu'il est nécessaire qu'un certain pourcentage de la population soit vaccinée pour atteindre cette immunité de groupe. Alors, il va nous falloir encore traiter de ce sujet de l'immunité de groupe et du mythe de l'immunité de groupe après des campagnes de vaccination, alors que l'immunité de groupe, elle, peut apparaître après des épidémies avec les virus naturels. Les virus des vaccins ne sont pas l'équivalent des virus naturels et la présupposée immunité de groupe après une campagne de vaccination n'a jamais été prouvée. Et c'est sur cet argument non prouvé qu'on veut faire disparaître la liberté de choix thérapeutique et les droits fondamentaux naturels et individuels. Ça ne tient pas non plus et c'est de la pure spéculation. Aucun scientifique n'a jamais démontré l'immunité de groupe post-vaccinale après des campagnes de vaccination, sachant en plus que l'immunisation théorique post-vaccinale est de toute façon bien moins longue dans le temps qu'après la maladie normale. Et ça, c'est reconnu des vaccinologues sans aucun souci. On a donc une double problématique pour essayer d'asseoir le fait de bafouer les libertés individuelles sous couvert de santé publique, assise encore, cette santé publique, sur la théorique immunité de groupe, qui est un mythe. C'est le docteur Susan Humphries, Sylvie Simon a fait un article, et encore d'autres auteurs dont on peut d'ores et déjà montrer là. Ah, ça c'est Brian Deer, donc le fameux journaliste. James Murdoch, non. Voilà, vous avez un document complet ici avec plusieurs auteurs dont je vous ferai sur lequel je vous ferai une vidéo spécifique sur la fameuse immunité de groupe, herd immunity en anglais, et les scientifiques et médecins qui ont travaillé sur la théorie de l'immunité de groupe post-vaccinale. On découvre là aussi que ça n'est pas si évident que ça. Donc, vouloir asseoir les obligations, la responsabilité d'un individu de se conformer sous des couverts de santé publique à une pratique médicale à laquelle il ne consent pas n'est pas acceptable ni au niveau éthique ni au niveau du droit, ni au niveau scientifique, bien sûr, une fois qu'on a étudié de près l'immunité de groupe post-vaccinale, qui n'est en rien similaire à l'immunité de groupe après une épidémie par le virus naturel, que ce soit rougeole ou autre maladie, entre guillemets, immunisante. Il faudra voir aussi ce terme en détail. On continue pour la suite de cet article. Donc, Clifford Miller, avocat auprès de la Cour suprême du Royaume-Uni,
a fait remarquer combien il était curieux que le Sunday Times ait choisi de publier les accusations du journaliste donc Brian Deer au moment des auditions de l'Ordre des médecins britanniques, donc qui auditionnait Wakefield, Walker Smith pour les entendre, donc du fait qu'ils ne s'étaient pas rétractés sur leur publication de 1998. Donc à la fois il y a eu ces auditions auprès de l'Ordre des médecins, il y a eu la publication des accusations du journaliste en même temps dans le Sunday Times, et il y a eu une campagne du gouvernement travailliste pour inciter à rendre la vaccination ROR obligatoire pour tous les enfants anglais, malgré les études médicales qui avaient mis donc en évidence les dangers toujours de ce vaccin rougeole, oreillon, rubéole, ROR en français, MMR en anglais. C'est une question de santé pour tous les enfants anglais, ni plus ni moins. Ou bien le Sunday Times considère-t-il qu'il peut se poser en juge, jury et bourreau sans procès, sans audition de témoins et sans droit de réponse, parce que c'est bien ce que ce journal a fait, se prendre pour un juge et la justice et condamner le docteur Wakefield à la place de la justice. Il est temps d'établir des règles pour les droits de presse. Tout cela est bien compréhensible car, comme l'indique Barbara Low-Fisher, présidente du NVIC, National Vaccine Information Center, aux États-Unis donc, l'inquisition du Conseil général médical, donc le GMC, l'ordre des médecins britanniques, n'a jamais eu comme cible les 3 médecins qu'ils ont mis au pilori et trouvés coupables sur la plupart des points. Leur objectif a toujours été d'innocenter à n'importe quel prix la politique vaccinale tout en donnant un sérieux avertissement à tout jeune médecin qui pourrait penser faire des recherches et des commentaires sur une meilleure définition des risques vaccinaux, l'invitant ainsi à réfléchir à 2 fois pour finalement l'amener à fermer sa gueule et saluer poliment. Voilà une déclaration de Barbara Low-Fisher qui est claire et nette. Alors, une thèse sur les risques vaccinaux côté parents dans le processus décisionnel. Moi, j'en ai une de Lille Université Droit et Santé qui date de 2016. Je vous l'ai mise de côté, je vous la présenterai. Elle est extrêmement intéressante en 220 pages, donc un doctorant en médecine qui a publié sa thèse, présenté sa thèse en 2016 sur le risque vaccinal dans le processus décisionnel des parents quant à la vaccination et le rôle du médecin par rapport à cette considération du risque côté parental, donc dans le choix des parents. Thèse très intéressante. Donc si il y a des jeunes médecins en France, il y en a un qui a fait une thèse sur le risque vaccinal. C'est très très bien présenté. Je ne sais pas si ça a beaucoup plu au jury et si ça plaira au laboratoire. Ça n'est pas frontal. C'est extrêmement intelligemment rédigé en 220 pages. On continue pour cet article donc avec le docteur Richard Alvorsen, médecin du centre médical Holborn à Londres, au Royaume-Uni toujours, qui a participé à l'étude du groupe Cochrane sur le ROR, donc une grande étude qui a eu lieu sur ce vaccin, et ce médecin est catégorique. Attention à la déclaration, les études sur la sécurité du vaccin ROR sont des merdes, on le cite, ce sont les plus grosses que j'ai jamais entendues, mais elles restent des merdes. Il y a donc bien des médecins, et ils sont nombreux, mais ils ne sont pas les plus nombreux, dans ceux qui s'expriment, qui remettent largement en cause certaines études d'efficacité du vaccin, certaines études de sécurité des vaccins, et quand il n'y a pas d'études, évidemment, qui alertent sur les dangers probables des vaccins, sachant qu'un individu est unique et qu'on ne sait pas comment il va réagir à une injection. Ça, tout médecin peut y réfléchir, évidemment, en toute logique et bon sens. Suite à tout ce lynchage médiatique donc de Wakefield, petitement, mais quand même en à côté de ses co-auteurs qui ne se sont pas rétractés, du retrait de la publication de 1998, de
donc du retrait de sa licence de médecin, sa radiation de l'ordre. Est-ce que le vaccin est innocenté pour autant? Après ces accusations de mensonges, de fraude dans la publication de l'étude, alors qu'on crie sur les toits que le vaccin sort blanchi de cette triste histoire, comment se fait-il que le gouvernement des États-Unis persiste à admettre que le ROR peut provoquer l'autisme, que la Cour fédérale de justice continue de verser des dommages et intérêts aux autistes victimes du vaccin, aux familles donc ayant porté plainte et poursuivies en justice, et que de très nombreuses études publiées dans de prestigieux journaux médicaux confirment les travaux de Wakefield et de ses collègues sur l'autisme donc toutes ces dernières années depuis 1998. On va reprendre dans une troisième et dernière partie sur ce thème du vaccin ROR. Est-ce qu'il est innocenté pour autant, après avoir donc mis au banc le docteur Wakefield? Voilà, pour continuer de manière plus sereine, encore dans une autre partie, pour que vous l'ayez sur trois vidéos différentes, un petit peu moins longues. On reprend tout de suite derrière avec cette troisième et dernière partie. À tout de suite.